Bonjour, bonjour à tout le monde, bienvenue à cette session du cours. Ce matin, nous avons avec nous pour les deux sessions qui seront présentées d'abord par Daphne, que vous connaissez déjà, et puis par Félix, que aussi vous connaissez déjà, avec l'aide d'une interprète, Madame Ottavia. Donc, les sessions d'aujourd'hui seront sur la participation et la coordination en matière de SST. Donc, je laisse la parole à Daphne. À toi, Daphne. Voilà. Daphne, no te sentiamo. Il microfono è spento. Daphne, è spento il tuo microfono. Maintenant, ça va? Sì. OK. Désolée. OK. Donc, maintenant, vous avez le PowerPoint et la voix. J'espère que c'est tout bien. Comme Lisa disait, aujourd'hui, on va parler de renforcer la participation et la collaboration entre les partenaires sociaux pour des environnements de travail sûrs et sains. Donc, on va commencer à discuter un petit peu de l'importance de la participation et de la coopération des travailleurs et des employeurs pour améliorer les conditions de santé et sécurité au travail. Quand on parle de la participation et de la coopération, nous parlons de dialogue social. Donc, le dialogue social, en effet, désigne un petit peu tous les types de négociations et de consultations ou même l'échange d'informations entre les représentants de gouvernement, des employeurs et des travailleurs sur des questions d'intérêt commun qui sont liées à la politique économique et sociale. Donc, le dialogue social est un outil clé dans la gouvernance du travail en général pour promouvoir une croissance économique durable et aussi pour promouvoir la justice sociale. Et le dialogue social peut être informel ou institutionnalisé. Donc, des fois, il peut inclure même les deux. Daphne, we only see the first slide in your screen. OK, je ne sais pas pourquoi ça avance. OK. Maintenant, vous... Metti in presentazione. Sì, è già in formato presentazione in teoria. No. Sì. Vedete presentazione o no? Vediamo le note e anche le altre. Ok. Un full screen o qualcosa. Non so perché. Ma prima anche era così? Sì. Non so perché sta... Adesso vedete sì, lo schermo? Bene. Ok, Grazie. spero che vada bene così. Ok, désolé. Donc, comme je disais, c'est que souvent le dialogue social inclut un petit peu aussi les deux formes. Ça peut être une combinaison entre une forme informelle et institutionnalisée. Aussi, le dialogue social peut être à des niveaux différents, donc à niveau international, national, régional, local ou sectoriel.
de nouveau, dans le cas de la santé et sécurité au travail, ça peut être souvent une combinaison de tout ça. Il peut aussi impliquer des partenaires sociaux différents par rapport à des secteurs économiques différents, ou des fois, ça peut involucrer aussi seulement une spécifique entreprise ou un groupe d'entreprises. Donc, le dialogue social peut exister comme un processus tripartite, donc qui inclut le gouvernement. Dans le cas de la santé et sécurité au travail, c'est clair, c'est souvent le ministère du Travail, mais il peut y avoir aussi d'autres ministres concernés. Et il y a aussi les représentants de travailleurs ou les représentants d'employeurs. Des fois, on peut traiter des questions qui dépassent le monde du travail. Et donc, dans ce cas-là, le dialogue peut impliquer aussi d'autres acteurs qui représentent, par exemple, des intérêts un petit peu spécifiques de la société civile. Donc, ça peut prendre, dans ce cas-là, une formule de tripartite plus. Des experts aussi peuvent participer lors de ce type de processus comme membres ou aussi seulement comme participants consultatifs. Le dialogue social peut aussi être dans une relation bipartite, donc seulement entre les syndicats et les employeurs. Donc des organisations des employeurs ou des travailleurs. Et dans ce cas-là, le dialogue social bipartite que tout, je pense, on connaît, c'est la forme, par exemple, de la négociation collective ou de la coopération sur le lieu de travail. La négociation collective est au cœur du dialogue social, non? Elle consiste en toutes les négociations qui ont lieu entre l'employeur ou un groupe d'employeurs, ou des fois ça peut être aussi sectoriel, et d'autre part, une ou plusieurs groupes d'organisations de travailleurs. Et les objectifs de cette négociation peuvent être par rapport à la détermination de conditions de travail ou d'emploi ou réglementer des relations entre les employeurs et les travailleurs et leur organisation. Et les négociations collectives peuvent être, comme on disait, seulement entre un petit groupe d'entreprises, même aussi seulement une entreprise et les travailleurs, ou aussi à niveau sectoriel, au niveau local, au niveau national, ou des fois aussi à niveau international. Par exemple, dans le cadre de l'Union européenne, il y a des négociations collectives aussi. Quand on regarde la participation de donc par rapport à le dialogue social, on peut dire que c'est une partie essentielle pour améliorer la condition de la SST. Comme on avait dit aussi lors de la première session, quand on avait un petit peu décrit les points fondamentaux des deux conventions fondamentales, on avait vu qu'il y a par exemple l'élaboration d'une politique nationale. Et dans la convention, c'est aussi clair, c'est nécessaire la participation des employeurs et des travailleurs dans la formulation de cette politique. Donc, la convention 155, vraiment, et après, met la participation des partenaires sociaux comme un facteur essentiel dans le processus de formulation, élaboration et révision de la politique nationale. On avait dit aussi que la Convention pointe beaucoup sur, elle réitère dans d'autres points la promotion de la communication et la coopération aussi à niveau de lieu de travail. On avait vu un petit peu des points essentiels, donc le fait que parmi les rôles et responsabilités des travailleurs et de leurs représentants, il y avait le fait effectivement de coopérer avec les employeurs dans le domaine de la santé et sécurité. Il y avait aussi de l'autre part, donc pour assurer cette participation des travailleurs, les employeurs, ils ont la responsabilité de fournir une formation adéquate et de permettre aux travailleurs et aux représentants d'être consultés sur tous les aspects qui concernent la santé et sécurité au travail liés à leur travail.
Sur la Convention 187, on avait aussi déjà un petit peu mentionné lors de la première session que l'objectif de cette le cadre promotionnel qui est défini dans la Convention, c'est vraiment de promouvoir aussi cette culture nationale de prévention en matière de santé et sécurité au travail. Et dans la définition de cette culture de santé et sécurité au travail, c'est clair de nouveau l'importance du dialogue social parce que on voit qui fait vraiment référence au rôle à la fin du gouvernement des employeurs et des travailleurs, où tous les trois partenaires doivent participer activement pour garantir un environnement de travail sûr et sain. Et de nouveau, grâce à un système de droits, responsabilités, devoirs qui sont définis. Et donc, ça reprend cette idée aussi de complémentarité des rôles des partenaires. La Convention 187, comme la 155, on appelle à cette consultation tripartite, donc comme la 155 pour l'élaboration d'une politique nationale en matière de santé et sécurité au travail, mais aussi pour la mise en place, le maintien et le développement d'un système de santé et sécurité au travail, et aussi dans la formulation, la mise en œuvre, l'évaluation de programmes nationaux de santé et sécurité au travail. La Convention 187 inclut aussi une provision spécifique pour promouvoir au niveau de l'entreprise, la coopération entre l'employeur et la direction et les travailleurs et leurs représentants comme un élément essentiel pour garantir la prévention dans le milieu de travail. Donc, si on regarde donc le rôle des partenaires sociaux dans la mise en place d'une culture de prévention en matière de santé et sécurité au travail, donc on regarde maintenant vraiment du point de vue de la gouvernance à niveau national. Et après, on verra un petit peu aussi à niveau de milieu de travail. Donc, à niveau national, on parle surtout de dialogue tripartite. Et donc, comme on a dit, c'est vraiment pour créer une culture de prévention, il y a vraiment besoin de la participation des organisations d'employeurs et de travailleurs. C'est grâce au dialogue social que les partenaires et en général les mandants tripartites participent activement à toutes les phases du processus décisionnel en matière de santé et sécurité au travail. Et ces phases donc vont, comme on a dit, de l'élaboration, de la révision d'une politique de santé et sécurité au travail, mais aussi des cadres réglementaires. Donc on parle de, par exemple, établir ou réviser des lois ou des standards en général en matière de santé et sécurité au travail, promouvoir des mécanismes pour promouvoir la conformité, donc à travers l'inspection, mais pas seulement, aussi à travers des matériaux et des outils qui puissent aider les employeurs et les travailleurs à suivre les règles établies. Donc, le dialogue social, on peut dire que c'est pas seulement pour améliorer la qualité vraiment des politiques et des stratégies en matière de santé et sécurité, mais il représente aussi il a aussi un rôle essentiel pour promouvoir après l'engagement et donc la mise en place de toutes les mesures qui sont discutées. En effet, les partenaires tripartites souvent ont des intérêts et des perspectives différents, mais c'est effectivement avec la consultation et la collaboration et une discussion que finalement ils peuvent rejoindre et définir des objectifs communs, et ça va faciliter après aussi la mise en place de toutes les mesures qui vont aider à rejoindre ces objectifs communs. Donc,
mettre en place une consultation et un processus en général tripartite, ça va vraiment faciliter le développement d'une culture de collaboration plutôt que de confrontation pour traiter surtout les questions de santé et sécurité au travail. Et une communication et une coordination solide entre tous les parties prenantes sont finalement nécessaires vraiment pour définir pas seulement les objectifs, mais aussi vraiment comme des plans d'action en tenant compte surtout des ressources disponibles et donc vraiment en comprenant les différents rôles et responsabilités. Donc, on a dit, c'est par rapport à ce qu'on vient de dire, donc c'est vraiment par rapport à l'élaboration de politiques et de programmes en matière de santé et sécurité, la consultation, c'est essentiel pour assurer que cette politique soit partagée et soit légitimisée, et ça va favoriser une mise en œuvre et une application. Et ça va aussi, c'est essentiel pour définir finalement le rôle, pas seulement de gouvernement, mais aussi les rôles qui doivent jouer les partenaires sociaux, donc les travailleurs, les employeurs et leur organisation pour mettre en place cette politique et ces programmes, comme on a dit, avec cette idée des rôles complémentaires. Par rapport à la mise en œuvre de cadres réglementaires, de nouveau, le fait que les partenaires sociaux soient consultés quand on élabore ou on révise des lois et des règlements en matière de santé et sécurité au travail, aussi des normes techniques, ça fait qu'on va on va favoriser vraiment l'application de cette loi, même quand elles sont complexes, soit pour ce qu'on a dit, une fait de sentir un petit peu l'appartenance de cette loi, mais aussi des fois ça va aider la faisabilité parce que c'est vraiment les travailleurs et l'employeur qui ont une connaissance de ce qui se passe dans les entreprises en réalité, et donc c'est eux qui des fois peuvent comment dire, amener dans la discussion des points plus sensibles que des fois ça pourrait échapper à d'autres partenaires. Je pense que pendant le Covid, il y avait eu plusieurs analyses où il disait que là qu'on avait vraiment à prendre des décisions très vite dans une situation d'émergence, etc., quand cette mesure était adoptée dans une façon consultative et quand les employeurs et les travailleurs avaient été partis de l'élaboration de cette norme était beaucoup plus facile à mettre en place que les normes qui étaient adoptées que par le gouvernement. Donc, par rapport aussi au cadre réglementaire, il faut dire que les conventions collectives sont une partie intégrante du cadre réglementaire. Donc, comme on a dit, ça c'est le résultat de négociations entre employeurs et travailleurs à niveau national, sectoriel ou local. Et donc, sont applicables que c'est clair, dans les entreprises qui sont couvertes par les négociations collectives, mais dans le cadre de la santé et sécurité, souvent, ils vont ajouter quelque chose de plus technique, de plus spécifique que des fois les lois nationales gardent un petit peu plus général. Donc, sont souvent, et ça peut être aussi des fois un instrument qu'il y a des provisions que premièrement sont introduites dans des conventions collectives et puis après des années vont être intégrées dans une législation nationale ou sectorielle par le gouvernement. Il y a beaucoup d'autres activités à niveau national qui peuvent être où les partenaires sociaux ont un rôle très important à jouer. Donc, par rapport, par exemple, aux donner des conseils ou fournir de l'assistance technique, comme on a dit, pour promouvoir finalement le respect de la loi
par les employeurs et les travailleurs, donc à travers l'information, formation et aussi en général le fournir de conseils aux entreprises et souvent avec aussi l'échange d'expériences parmi par exemple les différentes entreprises. Ils peuvent aussi jouer un rôle important dans des campagnes de sensibilisation et sur ça, on a aussi noté que quand cette campagne de sensibilisation sont faites en conjoint par les organisations des travailleurs et des employeurs, cette campagne peut avoir un impact beaucoup plus important. Aussi, ils ont un rôle important à jouer dans la recherche et la collecte de données en matière de santé et sécurité au travail, et soit pour faire, par exemple, des fois pour définir un petit peu des objectifs ou des domaines dans lesquels il y a une nécessité de faire de nouvelles recherches, mais aussi, par exemple, dans la collecte de données et d'informations sur la santé et sécurité au travail. De nouveau, par exemple, soit les organisations de travailleurs, soit les organisations d'employeurs. De nouveau, pendant le COVID, il y avait eu souvent des enquêtes qui avaient été menées par leurs membres par rapport à les mesures qui avaient été prises, par rapport à leur perception de certains risques. Et c'est clair qu'ils ont accès à un nombre important de membres souvent, et donc ils peuvent fournir des informations très importantes par rapport surtout aux perceptions de certains risques ou à la mise en œuvre de certaines provisions légales. Et puis finalement, c'est clair aussi, il y a la participation à des organismes publics qui sont partis du système de santé et sécurité au travail. Et dans ça, clairement, très important, c'est l'organisme tripartite national de santé et sécurité au travail. On avait déjà de nouveau un petit peu parlé de ça lors de la première section. On a dit la Convention 187 demande la création d'un ou de plusieurs organes consultatifs tripartites nationaux en charge de la santé et sécurité au travail. Comme on a dit, sept organismes tripartites sont composés de représentants du gouvernement et d'un nombre égaux de représentants de travailleurs et des employeurs. Parfois, cette composition tripartite peut être ouverte pour inclure aussi des représentants d'autres institutions. Peut-être d'instituts de santé et sécurité au travail, ça pourrait être de l'académie, des instituts de recherche. Et cet organisme tripartite de santé et sécurité au travail peuvent être aussi créés à niveau régional ou local et aussi des fois à niveau sectoriel, surtout pour des industries dangereuses ou des secteurs qui nécessitent une approche particulière. Donc, comme on avait un petit peu dit l'autre fois, on avait fait une enquête il y a en 2023. On avait regardé un petit peu où on était par rapport à certaines provisions qui étaient incluses dans les conventions fondamentales. Et donc, on avait vu que presque le 80% des États membres ont un organe tripartite national en matière de santé et sécurité au travail. On avait déjà vu un petit peu cette figure et où on avait vu que finalement cet organe tripartite est présent dans tous les pays d'Asie de l'Est et de l'Ouest. Il est présent en Europe de l'Est, du Nord et de l'Ouest, mais c'est seulement moitié des États membres des pays arabes qui ont ce type d'organe. Aussi, Amérique du Nord, c'est pas... c'est juste le 50% des pays. Si on regarde les pays pour groupe de revenus, on avait vu que en général, il y a le pourcentage est plus élevé concernant les pays à revenus élevés, où on a 85% de pays qui sont dotés de tels organes par rapport au 70% de pays avec un faible revenu. Ici, il y a juste quelques exemples par rapport
à des organismes nationaux tripartites de santé et sécurité au travail. Donc, par exemple, au Mexique, il y a, l'organe tripartite est appelé Comité consultatif national de SST. Et il contribue à la conception de la politique nationale, il propose des réformes et aussi des améliorations aux lois et réglementations en matière de santé et sécurité au travail, et aussi émet des recommandations pour des mesures à prendre pour réduire les risques sur les lieux de travail. Il est dirigé par le secrétaire du travail et de la protection sociale et comprend le même nombre de représentants d'institutions gouvernementales, organisations des employeurs et organisations de travailleurs. Et ce comité national est complété par un organe tripartite local dans chaque État du Mexique, donc qui sont les commissions consultatives d'État sur la sécurité et santé au travail, qui est présidé par le chef du gouvernement du district fédéral et de nouveau composé par des représentants tripartites. Et au Pérou, il y a le Conseil national pour la santé et sécurité au travail et aussi un organe consultatif tripartite du ministère du Travail et de la promotion de l'emploi. Il est défini par la loi comme la plus haute instance de dialogue social et de consultation sur les questions de santé et sécurité au travail. Le Conseil national est composé et complémenté par des conseils régionaux pour la sécurité et santé au travail, qui sont de nouveau des organes tripartites pour promouvoir la coordination régionale et soutenir les directions régionales du travail et de la promotion de l'emploi. Donc, il y a 26 conseils régionaux qui approuvent leurs programmes régionaux de santé et sécurité au travail et élaborent leurs propres règles internes de fonctionnement. Ici, on a quelques exemples par rapport à la composition. Donc, par exemple, en Turquie, le Conseil de la sécurité et de la santé au travail a été créé en 2005 et comme un conseil consultatif pour l'élaboration des politiques et des stratégies de santé et sécurité au travail dans le pays. Et il est composé de 26 membres, donc moitié sont des représentants du gouvernement et l'autre moitié est constituée de représentants non gouvernementaux, donc représentants des travailleurs, des employeurs, mais aussi des associations d'ingénieurs et de médecins. En Argentine, par contre, le comité consultatif permanent de la loi sur les risques professionnels et l'organe tripartite de santé et sécurité au travail. Et là, donc sa composition normalement est une composition tripartite, mais le comité peut demander la constitution de commissions techniques pour traiter des questions spécifiques qui nécessitent une analyse plus précise, plus détaillée et où des informations nécessitent donc des experts qui donc doivent arriver dehors de la composition normale du comité. Et dans ce cas-là, les experts sont intégrés dans la commission, sont nommés par le comité pour proposition de ses membres, mais ils ont une fonction consultative. Donc, ce ne sont pas des membres permanents de ce comité. Et enfin, ici, c'est juste pour donner aussi un petit peu un exemple de fonction, parce que les organismes tripartites, aussi dans la convention, on demande, la convention 587 demande l'établissement d'un organisme tripartite national, mais les fonctions peuvent être puis très différentes dans les pays, parce que à la fin, il n'y a pas des provisions très spécifiques par rapport à ce qui doivent être leur rôle.
Donc, ici, par exemple, dans le cas de Le Mans, on parle, sont toutes ces fonctions qu'ils peuvent qui est chargé, donc la rédaction d'un plan national de santé et sécurité au travail, y compris par exemple par rapport à des propositions de politique dans la promotion et la sensibilisation parmi les employeurs. Ils ont le rôle d'enquêter sur les accidents du travail graves pour identifier des mesures de contrôle et de prévention. Ils doivent assurer la coordination entre les ministères du travail, le secteur privé et d'autres parties concernées. Il est en charge de diffuser les bonnes pratiques en matière de santé et sécurité au travail, de promouvoir la recherche et des études en matière de santé et sécurité au travail, promouvoir la participation des employeurs et des travailleurs, promouvoir l'échange d'expériences avec des associations, comités et autres parties qui travaillent dans le domaine de la santé et sécurité au travail, donner des conseils sur la législation de SST et aussi organiser des réunions pour discuter des questions importantes en matière de santé et sécurité au travail et finalement de coopérer avec les autres organisations arabes et internationales concernées par la santé et sécurité au travail. On va voir maintenant la coopération sur le lieu de travail, mais avant ça, je voulais juste vous demander s'il y a quelqu'un qui peut-être veut partager éventuellement s'ils sont à connaissance d'une expérience nationale ou d'un organe tripartite national, ils veulent partager leur expérience éventuellement. Non. Si personne parle, je peux te lire la question de Oui, Kallel, volontiers. oui. Bonjour, est-ce que le dialogue social doit être institutionnalisé? Et selon les normes de l'OIT, le tripartisme doit-il être paritaire à égalité entre les trois parties? Merci. Alors, comme on a dit, dans le dialogue, c'est clair, quand on parle dans la 187 qu'on appelle à l'établissement, par exemple, d'un organe tripartite national, c'est clair que ça veut dire donc institutionnaliser une forme de dialogue social. Donc, vraiment, la création d'un organe et l'idée, c'est de pouvoir avoir un espace où discuter régulièrement et, comme on a dit, où avoir de la possibilité d'avoir des consultations régulières en matière de santé et sécurité entre les parties. Quand on regarde la composition, normalement, est demandé qu'il soit le même nombre d'employeurs et de travailleurs, mais ne demande pas que le nombre de gouvernements, ça doit être exactement le même des deux partenaires sociaux. Et en général, comme on a dit, en plus, c'est institutionnalisé du point de vue de l'OIT et pour respecter les conventions 155 et 187, surtout une fois ratifiées, c'est vrai que, par exemple, par rapport à l'élaboration de la politique, l'élaboration du programme, il faut que ça soit développé et en consultation avec les organisations de travailleurs et d'employeurs. Si ce n'est pas le cas, c'est vrai que ce sont des choses que le comité d'application de standards de BIT sont des points que normalement ils peuvent noter et demander des explications supplémentaires et donc demander à un État de respecter ce point. Donc, je pense que dans le cadre des conventions fondamentales et vraiment de certains provisions et donc de points qui sont à respecter, il faut quand même une certaine institutionnalisation, je veux dire, de dialogue social, dans le sens que oui, il faut prouver que les partenaires sociaux ont participé dans ce processus décisionnel.
Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je crois que non. OK. Ah non, attends. Oui. Je viens de lire. Au Gabon, nous avons un comité technique consultatif composé de représentants des partenaires sociaux et de représentants du gouvernement. On le réunit pour avis sur les projets de texte et règlements SST. Non, ce n'était pas une question, c'était une Un observation. partage, oui, je pense que dans beaucoup de pays, c'est une réalité, il existe ce type d'organe. Puis après, c'est vrai que c'est intéressant de voir qu'il y a une variété énorme par rapport à les fonctions que cet organe vraiment sont chargées. Aussi, la fréquence des fois dans laquelle ils se réunissent. Donc, il y a vraiment une grande variété, je pense, et puis comment dire, le fonctionnement et les rôles de cet organe tripartite. Pour le bipartite, en entreprise, peut-on considérer que les comités de sécurité et de santé au travail jouent-ils ce rôle? Oui, c'est ça, c'est de ça qu'on va maintenant, dans cette deuxième part de la présentation, on va effectivement parler de la coopération sur le lieu de travail et effectivement de ça. Donc, oui. Je peux peut-être, s'il n'y a pas Ouais. d'autres... Oui. Ouais. Donc, je crois que c'est ça. Donc, on a dit une action à niveau de milieu de travail, c'est aussi essentiel. Et c'est là qu'on peut vraiment finalement prendre, c'est où on prend les mesures dans la réalité pour à la fin, pour prévenir des accidents de travail, les maladies liées au travail. Et donc, on prend des mesures concrètes dans la prévention pour assurer des milieux de travail sûrs et sains. Donc, pour ça, c'est clair qu'introduire des fois des systèmes de gestion de santé et sécurité au travail, dans les milieux de travail, et promouvoir une culture qui instaure une culture positive de santé et sécurité au travail qui est fondée vraiment sur la collaboration, participation et confiance entre employeurs et travailleurs, c'est un petit peu essentiel pour arriver à ce bout. Donc, de nouveau, on avait un petit peu déjà vu dans la première session sur les conventions fondamentales que les employeurs, ils ont des responsabilités en matière de santé et sécurité au travail. Donc, on avait finalement que c'est de veiller dans la mesure du possible que les lieux de travail, les machines, les équipements, les processus, mais aussi les substances et les agents chimiques, physiques et biologiques qui sont sous leur contrôle soient sûrs et sans risque pour la santé des travailleurs. Ils ont aussi l'obligation de fournir quand nécessaire des équipements de protection individuelle adéquats et sans frais pour les travailleurs. Ils doivent aussi prévoir des mesures pour faire face aux situations d'urgence et aux accidents. Il inclut des mesures de première urgence. Et ils doivent aussi veiller à ce que les travailleurs et leurs représentants soient consultés, informés et formés en matière de santé et sécurité au travail. De l'autre côté, les travailleurs ont aussi des droits, mais aussi des responsabilités en matière de santé et sécurité. Donc, ils ont le droit de se retirer d'une situation de travail que peut représenter un danger imminent ou grave pour leur vie et leur santé, sans des conséquences. Et ils doivent recevoir ils ont le droit de recevoir une formation adéquate en matière de santé et sécurité au travail. Ils ont le droit aussi à s'informer et d'être consultés sur tous les aspects de santé et sécurité au travail liés à leur travail. De l'autre côté, ils ont l'obligation de coopérer avec l'employeur et la direction dans le domaine de la santé et sécurité au travail. Donc, se conformer aux procédures, aux règles en matière de santé et sécurité, utiliser correctement les protections qui ont été données, aussi signaler aux superviseurs une situation dangereuse imminente et comme ça.
quand on regarde donc par rapport à la coopération des travailleurs et des employeurs en matière de santé et sécurité, des études montrent que les dispositifs participatifs sur le lieu de travail sont normalement associés à une amélioration des pratiques de gestion de la santé et sécurité au travail, des meilleures performances en matière de santé et sécurité au travail, une réduction de taux d'accidents et de blessures, et donc comme résultat, une productivité plus élevée. Il a aussi été observé que la création d'une culture positive en matière de santé et sécurité qui favorise l'engagement des travailleurs réduit le risque d'accident, et que les lieux de travail où l'engagement des travailleurs est plus élevé ils faisaient état d'une 64% d'accidents de sécurité en moins et de 58% d'hospitalisation en moins. En général, une communication ouverte entre les travailleurs et la direction sur les problèmes de santé et sécurité est aussi avéré être un facteur clé pour améliorer cette culture, une culture de santé et sécurité dans une entreprise. Il faut dire que malheureusement, en 2019, il y a eu une survey, une enquête menée pour le groupe Gallup qui s'appelle le World Risk Poll et est réalisée dans 142 pays. Et dans ce cas-là, ils avaient vu que plus de 300 millions de travailleurs estimaient qu'ils ne pouvaient pas signaler des problèmes de santé et sécurité au travail à leur employeur sans craindre d'être sanctionnés. Donc, cette absence de discussion, ça peut être un risque grave pour la sécurité et santé sur les lieux de travail. La recommandation 164 qui accompagne la Convention 155 définit un petit peu les rôles clés des représentants des travailleurs en matière de santé et sécurité. Donc, c'est de représenter les travailleurs dans toutes les questions relatives à la santé et sécurité au travail, contrôler que les mesures prises par l'employeur ou d'autres ou la direction pour assumer leurs responsabilités et en matière de santé et sécurité sociale et aussi en matière de sécurité sociale en cas de lésion liée à l'emploi. Enquêter sur les questions de santé et sécurité au travail soulevées par les travailleurs, enquêter sur tous les risques potentiels pour la sécurité et la santé des travailleurs qui découlent du travail, faire des représentations auprès de la direction sur des questions qui affectent la santé et sécurité des travailleurs, collaborer avec l'employeur et la direction pour l'aider à traiter les risques et les contrôler sur le lieu de travail. C'est de promouvoir aussi, encourager la coopération des travailleurs dans le respect de réglementations et relative à la prévention des risques professionnels, et participer et représenter les travailleurs dans le processus de prise de décision concernant la SST. Et aussi, ils ont aussi le rôle d'enquêter sur les accidents du travail et des maladies professionnelles survenues sur le lieu de travail. Donc, effectivement, les comités paritaires de santé et sécurité sur le lieu de travail. Donc, comme on a dit, les deux conventions fondamentaux promeuvent la coopération sur le lieu de travail entre la direction, les travailleurs et leurs représentants. Ils ne demandent pas directement la mise en place des comités paritaires, mais les deux recommandations qui vont avec les conventions fondamentales, les deux, ils ont des provisions par rapport aux comités paritaires. Donc, par rapport à la création de ce comité et par rapport à leurs fonctions. En général, les fonctions que les comités paritaires devraient mener sont plus ou moins les mêmes des représentants des travailleurs, mais
je veux dire que je pense que du point de vue du BIT, vraiment, on promeut beaucoup l'instauration de ce comité paritaire comme la moyenne probablement la plus efficace pour permettre vraiment aux travailleurs et aux employeurs de travailler ensemble de manière collaborative, coordonnée et aussi durable pour traiter les questions de santé et sécurité au travail dans l'entreprise. Comme on avait dit aussi lors de la première section, donc on avait fait, dans l'analyse qu'on avait fait, on avait vu quand même que 73% des États membres, ils ont des provisions dans leur législation par rapport à l'établissement de comités paritaires de santé et sécurité sur le lieu de travail. Donc, il y a des variations, on avait vu par rapport à les pays, par rapport aux régions, surtout les sous-régions. Donc, si on regarde tous les pays de l'Amérique centrale, de l'Asie de l'Est, de l'Amérique du Nord et de l'Europe de l'Ouest, ils demandent l'établissement de comités de santé et sécurité au travail sur le lieu de travail. Par contre, par exemple, dans les Caraïbes ou les îles du Pacifique, c'est moins de la moitié des pays qui ont ce type de provision dans la loi. Et en particulier, si on regarde où le taux est le plus bas, c'est dans les États arabes hors coopération du Golfe. Donc, c'est Irak, Jordanie, Liban, République arabe syrienne et Yémen. C'est la chiffre la plus bas. C'est seulement le 20% des États membres donc, qui ont en place qui demandent l'établissement des comités paritaires. On avait aussi fait l'analyse par groupe de revenus et là on avait vu que les comités sont donc dans les pays à revenus élevés, c'est 85% de ces pays demandent la mise en place de ces comités et par contre c'est seulement le 67% des pays à faible revenu qui ont ce type de provision dans leur loi. Donc, même quand la loi demande l'établissement des organes d'une comité bipartite dans l'entreprise, la loi peut varier énormément. Donc, ça peut être que pour certains secteurs ou ça peut être que pour certaines entreprises, elle peut définir un petit peu les fonctions ou la composition, etc. Donc, ici, il y a juste quelques exemples. Par exemple, en Finlande, c'est que quand on a au moins 10 personnes qui travaillent régulièrement dans une entreprise, alors là, les travailleurs ont le droit d'élire un représentant de santé et sécurité au travail. Par contre, quand l'entreprise compte au moins 20 employés réguliers, alors là, il faut mettre en place un comité de santé et sécurité au travail pour une période minimum de 2 ans. Et la loi définit aussi un petit peu les fonctions principales de ce comité, qui donc, ici on a mis quelques exemples, donc c'est par exemple de participer à la planification de nouveaux processus de travail, à la modification de ces processus et au choix des équipements, des matériaux et aussi aux activités d'inspection, c'est d'échanger et enquêter sur les accidents et les incidents qui sont survenus sur le lieu de travail et de formuler des propositions pour prendre des mesures préventives pour que cette situation ne se répète. Et c'est de contrôler la mise en œuvre du programme de l'entreprise en matière de santé et sécurité au travail et aussi de s'occuper de leur élaboration et de communiquer aux travailleurs les informations en matière de santé et sécurité au travail et leur fournir aussi des conseils sur des pratiques de travail sûres. Le comité et ses représentants reçoivent aussi des informations et des ressources essentielles en matière de santé et sécurité au travail. Ils ont par exemple le droit à accéder aux documents de santé et sécurité au travail conservés par l'employeur. Par exemple, tous les documents par rapport aux services de santé au travail ou les documents par rapport
les registres d'incidents, ils ont le droit de bénéficier de programmes de formation en matière de santé et sécurité au travail pendant leur heure de travail et sans frais supplémentaires pour les travailleurs qui sont membres de cette comité. Un autre exemple, c'est par exemple en Vietnam. Donc, en Vietnam aussi, les employeurs doivent créer un conseil de SST sur le lieu de travail. La loi, là, ils disent qu'il doit tenir en compte les caractéristiques du milieu de travail et le nombre de travailleurs, le risque d'accident et les conditions de travail. Donc, ils ne donnent pas un numéro minimum de travailleurs parce qu'ils donnent plusieurs critères pour l'établissement de ce conseil. Il donne par contre il donne clairement dans la loi des informations par rapport à la composition. Donc, il doit y avoir un représentant de l'employeur qui va prendre la fonction de président du conseil. Il y aura un représentant du comité directeur du syndicat de l'établissement ou un travailleur, s'il n'y a pas le syndicat, qui va assumer la fonction de vice-président. Il y aura aussi une responsable de la santé et sécurité au travail qui est un membre permanent et qui va avoir la fonction d'une secrétaire du conseil. Et puis, il y aura les agents de santé de l'établissement. La loi demande aussi qu'un certain pourcentage de ces membres du conseil doivent être des femmes, conformément aussi à la situation réelle de l'entreprise. Il définit aussi les fonctions de ce conseil. Donc, c'est principalement de conseiller l'employeur et coopérer avec lui pour élaborer des règlements, des procédures et des plans et les mesures pour garantir la santé et sécurité dans l'entreprise. Chaque année, organiser des dialogues dans l'entreprise entre l'employeur et les travailleurs pour partager de l'information, renforcer les connaissances et promouvoir les conditions de travail saines et sûres pour tous les travailleurs et améliorer l'efficacité et la mise en œuvre des politiques de l'entreprise en matière de santé et sécurité au travail. Examiner la mise en œuvre en général des activités en matière de santé et sécurité au travail dans l'entreprise et demander à l'employeur de mettre en œuvre des mesures correctives quand des risques ou des situations dangereuses sont identifiés. Daphné, tu veux répondre à des questions peut-être ou on attend la fin? Comme tu préfères. Non, comme tu en tout préfères. cas, je pense qu'on a fini. Ça, c'était juste pour, OK. je pense vraiment pour conclure, Oh, oui. c'était un petit peu, oui, Alors, que tu peux conclure je vais vite, Oui, je oui, pense qu'il y a une dernière vas-y. chose que c'est un petit peu de dire, du point de vue de BIT, on promeut vraiment un système de gestion en matière de santé et sécurité au travail et ce système de gestion doit intégrer le dialogue social et donc la collaboration entre travailleurs et employeurs dans toutes les phases. Donc ici, c'était vraiment juste pour avoir une idée. Ça, c'est le système de gestion de santé et sécurité au travail qui est promu par le BIT. Donc, il y a des lignes directrices. C'est le OIT OSH 2001. Et donc, dans toutes les phases de l'amélioration continue, on commence politique, organisation, planification, mise en œuvre, évaluation, action en vue de l'amélioration. Dans toutes ces phases, c'est très important la participation et le dialogue entre travailleurs et employeurs. Donc, je pense que oui, je peux répondre à toutes les questions. Pardon. J'étais...
le micro n'était pas, c'était éteint. Alors, la première question, c'est bonjour, comment peut-on réussir le dialogue social entre les partenaires sociaux qui n'ont pas les mêmes approches de SST? Je crois que c'est un petit peu là, en tout cas, ce qu'on disait au début, que c'est clair que c'est pas d'un jour au lendemain. Je dirais, je pense que l'idée d'avoir une communication continue et des fois, par exemple, que ce soit dans l'entreprise avec des comités, des comités bipartites ou que ce soit au niveau national de mettre en place un organisme tripartite, ça donne quand même un espace où les partis peuvent se retrouver, se confronter. Et au début, on a dit souvent, les visions peuvent être différentes, mais le fait d'avoir un endroit où on peut partager, on peut analyser l'information, des informations ensemble, et on peut, c'est là qu'on va aussi construire peu à peu, au moins des fois des objectifs communs. Ça peut être par petites étapes, mais je crois que c'est un petit peu ça l'idée, d'avoir des fois des endroits où on peut on peut commencer le dialogue. Et puis, je crois que je ne sais pas, je pense que, par exemple, à niveau national, on voyait avec aussi notre collègue dans le field et tout ça, je crois que par exemple, des fois, une première étape, avant de discuter les objectifs, une politique, un programme, etc., c'est de valider ensemble le profil national. Et des fois, déjà seulement, donc, s'asseoir tous les partenaires tripartites et regarder, lire ensemble la situation, comprendre qu'est-ce que c'est la situation. Et donc, à partir de là, essayer de définir ensemble des priorités, et vraiment des points communs, c'est quelque chose que ça prend du temps, je pense, dans beaucoup de cas. Et c'est pour ça aussi que si on regarde, par exemple, l'élaboration de politique, ce n'est pas une chose qu'on élabore dans un mois. Je voyais l'autre jour que des exemples pratiques, de nouveau, qu'on était en train de réviser, que des fois, l'élaboration d'une politique, ça peut prendre 2 ans pour arriver à avoir un document qui est effectivement partagé par tous les partenaires sociaux, et pour un programme, ça peut être même plus long. Donc, je crois que c'est quelque chose que ça peut prendre du temps pour essayer de trouver finalement au moins des points communs et des priorités qui sont communs entre les partenaires sociaux. Ok, je continue avec la deuxième. C'est Clifford qui nous demande quoi faire dans le cas où il existe un comité bipartite au sein de l'entreprise, mais que les représentants de l'employeur n'ont pas de la capacité suffisante pour prendre ces décisions. En conclusion, les recommandations ne sont jamais prises en compte. Et oui, non, ça, c'est effectivement des problèmes, je pense, concrets. Je pense aussi que souvent, on parle du fait qu'il faut que les représentants de travailleurs reçoivent une formation adéquate, des informations adéquates pour participer dans par exemple, dans ces comités, ou pour pouvoir effectivement mener leurs fonctions. Mais c'est vrai que le même doit être pour les membres de la direction qui représentent l'employeur, qui doivent avoir une connaissance. C'est vrai que je pense que c'est une réalité, que ça peut amener aussi à beaucoup de frustration, effectivement, quand il y a des discussions je veux dire, par exemple, dans un comité qui semble arriver à des conclusions, etc. Et puis ça, c'est pas pris en charge. Je crois que ça, c'est aussi un petit peu le point des fois quand on a dû, je dirais, on n'a pas eu le temps de regarder en détail. Je ne sais pas s'il y a une session où vous allez voir en détail, par exemple, le système de gestion de santé et sécurité au travail à niveau d'entreprise, mais que c'est vraiment l'idée que la santé et sécurité au travail, la gestion, ça devrait être intégré dans la gestion de l'entreprise, et l'employeur devrait être impliqué dans la gestion de la santé et sécurité comme, je dirais, comme une fonction qui fait partie de toute la gestion de l'entreprise en général. C'est clair qu'il faut, et quand on regarde dans tous les éléments d'un système de gestion de santé et sécurité, c'est clair que le compromis
de l'employeur et donc de la direction, c'est un point fondamental. Si l'employeur est pas, comment dire, engagé, il fait pas de compromis concrets pour la santé et sécurité au travail, c'est vrai que malheureusement, le risque, c'est que tout le reste, ça va pas être, je veux dire, rien puis ça va se passer. Est-ce qu'un représentant des travailleurs auprès d'une entreprise peut ne pas être un travailleur de l'entreprise? Là, je pense qu'il y a des fois des questions que ça dépend aussi de la législation nationale parce que ça dépend aussi s'il doit être membre de syndicat ou souvent, par exemple, c'est des membres du syndicat et s'il n'y a pas un syndicat, alors c'est un représentant des travailleurs. Mais souvent, c'est la législation nationale qui définit ça. Et des fois, ça peut permettre, je pense, à des représentants donc, syndicaux de représentants des travailleurs, même s'ils ne travaillent pas effectivement dans l'entreprise, mais ça dépend, et donc que ça soit présent surtout dans des négociations collectives et tout ça, mais ça dépend d'une législation à l'autre. Là, c'est normalement la législation nationale qui définit et le cadre pour le représentant de travailleurs, les membres du comité bipartite ou en général la représentation des travailleurs. Et des fois aussi, ça peut être que c'est pas seulement dans la loi de santé et sécurité au travail, mais ça peut être en général dans le code du travail quand on parle de la représentativité des travailleurs dans une entreprise. Merci Daphne. Alors la suivante est en Tunisie, au-delà de 20 salariés permanents, il faut élire un délégué de personnel. Et au-delà de 40 salariés permanents, il faut une commission consultative d'entreprise et un comité technique de SST, mais pas considération salariés hommes-femmes dans la composition. Ouais. Et la question est comment introduire la notion de genre dans la composition des comités de sécurité et de santé en entreprise. Donc là, c'était ça. Je pense qu'on a, j'ai amené l'exemple de Vietnam parce que c'était effectivement dans l'analyse qu'on avait fait, c'était un point qu'on avait trouvé intéressant, mais c'était pas un point qui était inclus dans beaucoup de lois. Donc, je crois que des fois, c'est quelque chose que ça pourrait partir directement de la direction ou ou des travailleurs. Ça pourrait être aussi, par exemple, des suggestions que les organisations des travailleurs ou les organisations des employeurs donnent comme conseil à leurs membres de dire quand on a un organe bipartite dans l'entreprise, je veux dire, on essaie de considérer aussi le genre de la composition. Des fois, ça peut aussi pas s'arrêter à que ça. Je veux dire, on parle de genre, mais on pourrait parler aussi de travailleurs migrants ou de différentes tâches de travailleurs. L'idée, c'est que des fois, ça serait bien d'être le plus représentatif possible. Donc, des fois, il y a, je ne sais pas, dans une entreprise où le 90% des travailleurs ou le 80% des travailleurs sont des travailleurs migrants, ça pourrait être intéressant d'avoir au moins un travailleur migrant qui fait partie du comité de santé et sécurité au travail s'il y a plusieurs membres. Donc, je pense que ça, c'est plutôt un thème de représentativité qui c'est à prendre en compte. Et je pense que des fois, même si c'est pas dans la loi, il y a d'autres moyens pour promouvoir ça, soit directement les entreprises, soit à travers les organisations. OK, je passe à la suivante. Quel est l'intérêt à ce qu'un membre du syndicat de travailleurs soit désigné comme vice-président dans le cadre de consultations bipartites sur la SST au sein de l'entreprise? Je crois que là, c'était de nouveau, c'est l'exemple qu'on a donné du Vietnam, et là, c'était pour juste montrer que dans ce cas-là, c'était défini, la loi définit plutôt précisément, on va dire, la composition, les fonctions. Et là, donc, il définit aussi que le président était l'employeur et le vice-président, c'était un représentant des travailleurs. Donc, c'était pour donner je pense, une rôle quand même clair dans les deux. Je veux dire, avoir les deux rôles plus importants, c'était un pour l'employeur et l'autre pour les travailleurs. Comment réussir par le dialogue social SST avec les acteurs de l'économie informelle?
Je pense que c'est une bonne question. Je pense que c'est aussi sur ça, pas que l'économie informelle. Je crois que ça, en général, c'est des fois le problème dans secteurs aussi qui ne sont pas encore beaucoup représentés par des employeurs. Je pense par exemple maintenant tout le travail des travailleurs de plateformes, que souvent sont même des travailleurs autonomes, même si donc je pense qu'effectivement il y a toujours un problème de représentation. Je pense que ça c'est quelque chose que dans les dernières années les syndicats aussi essayent d'ouvrir un petit peu à des secteurs qui n'étaient pas traditionnellement partie des syndicats. Je crois que dans ça, des fois, le fait de certains pays d'ouvrir, comme on avait dit au début, à cet tripartisme plus, donc que ce soit, des fois, c'est vrai qu'on a des exemples d'économies informelles qui ne sont pas organisées en vrai syndicat parce que ce n'est pas le cas, mais sont des organisations. Des fois, prennent la forme de NGO. Et je sais qu'il y avait par exemple ça dans le domaine de waste pickle, donc les collecteurs je ne sais pas comment dire ça en français, mais et donc, dernièrement, au moins dans des discussions sectorielles, des fois, ça a ouvert aussi à la participation, comme on avait dit au début, que ça pourrait être aussi à des membres ou des organisations représentant de la société civile quand c'est le cas. Donc, je crois que dans certains pays, c'est ça que quand ils ont essayé d'avoir une forme ce qu'on appelait de tripartisme plus, c'était aussi pour ouvrir à d'autres organisations que ce soit pas que de syndicats. Mais puis, des fois, c'est très difficile, puis comment dire, ça peut être très difficile, puis définir aussi qui sont les interlocuteurs principal. Il faut dire aussi que quand on regarde les conventions du BIT, la 155-187, on ne demande pas de consultation avec toutes les organisations des employeurs et des travailleurs, mais la convention parle de les organisations les plus pertinentes. Donc, ça aussi, des fois, ça peut être un petit peu délicat. Je dirais, c'est à prendre en compte que dans... oui, on pense, c'est pas une demande de consultation avec tout ce qui existe dans le pays. Ok, je prends la dernière. Il y en a deux. À quel moment le dialogue doit être amorcé? Et dans la même question, comment mettre en place un comité tripartite dans une entreprise où il existe plusieurs syndicats? Donc, bipartite. De nouveau, je pense que ça sonne. Puis, chaque première chose, c'est difficile des fois répondre à ce type de questions parce que ça dépend beaucoup de la loi nationale, de ce qui demande la loi nationale et donc par rapport aussi à puis la dimension de l'entreprise, donc au nombre de représentants qui dans ce type de comité bipartite vont être élus parce que dans une petite entreprise, ça pourrait être, je ne sais pas, 3 représentants de travailleurs, 3 des employeurs. Si on parle d'une très grande entreprise, ils peuvent être beaucoup plus. Et donc dans ça, puis c'est clair que normalement, les représentants des travailleurs devraient être élus par les travailleurs. Donc, il y aura puis finalement une représentativité par rapport aux différents syndicats qui ont reçu plus des votes par leurs travailleurs. Mais de nouveau, je pense que ça, c'est beaucoup de fois, c'est vraiment la législation nationale qui donne plus d'indications par rapport à ce type de critères et de réquisites. Ok, vraiment la dernière. Est-ce que le conseil d'administration des organes de sécurité sociale peut adresser les questions de la SST là où il n'y a pas de structure spécifique pour la SST? De nouveau, je crois que ça, nous, par exemple, quand on avait fait même l'analyse au début, je disais il y a 2 ans, c'est vrai qu'il y a
Donc ici, on parle à niveau national de conseil d'administration des organes de sécurité sociale, j'imagine. Je pense que ça dépend de nouveau, ça dépend de la réalité nationale. Il faut dire que des fois, même quand nous, on a considéré des organes dans l'analyse que l'existence d'organes tripartites en matière de santé et sécurité au travail, des fois, c'était aussi des organes qui étaient plus... ça peut être aussi un organe plus vaste, mais que dans leur mandat, ils avaient concrètement comment dire, une grande partie de travail qui couvrait la santé et sécurité au travail. Donc, ça pourrait être quelque chose de plus qui sait que la santé et sécurité au travail, mais ça pourrait être du emploi et dans certains pays où la sécurité sociale est liée, je veux dire, ça dépend beaucoup de la situation nationale et de comment sont divisés les ministères et l'organisation interne, mais je pense que ça peut arriver dans quelques pays. On avait vu même si c'est dans très peu de pays, même que l'autorité nationale de santé et sécurité n'est pas dans le ministre du Travail ou de l'Emploi, mais c'est dans le ministre de la Santé. C'est dans très peu de cas, mais c'est des choses que ça peut arriver. C'est vraiment la réalité nationale qui définit un petit peu ça. Une considération de Silver, il dit je crois que l'employeur est président du cadre de consultation bipartite en entreprise parce que c'est lui qui tient le cordon de la bourse et participe directement à la prise de décision qui, du fait, est directement exécutoire. Je ne suis pas certain que dans le cas où les décisions sont prises dans les sessions présidées par un représentant des travailleurs, ces décisions seront facilement mises en exécution. Je pense qu'en effet, le point, c'était ça, que le président était l'employeur et le vice-président, c'était le représentant des travailleurs. Des fois, je trouve aussi que si, de nouveau, quand il y a l'employeur directement qui est dans ce type de comité, dans beaucoup de cas, c'est pas vraiment, surtout dans des entreprises qui sont un petit peu grandes, souvent, c'est pas l'employeur qui est vraiment dans ce comité, mais sont des représentants de la direction. C'est clair que je pense en général le plus haut niveau est présent dans ce type de discussion, plus on a la chance que quelques actions vont être effectivement prises en matière de santé et sécurité au travail. Silver dit il est plutôt souhaitable que le représentant des travailleurs soit désigné secrétaire. De nouveau, là, c'était vraiment un exemple d'un pays et d'une réalité nationale où ils ont défini même très clairement cette rôle. Je crois que c'est important que la direction ait un rôle essentiel. Les travailleurs devraient avoir le deuxième, je veux dire, de nouveau, pour être aussi, pour, comme on disait, la chose d'être consulté, mais aussi d'avoir une, comment dire, de sentir une ownership, je veux dire, de sentir que les décisions qu'ils ont prises, pas seulement le concernent, mais être activement engagé dans ces prises de décision, c'est quelque chose que ça, comme on a dit du début, ça va aider la mise en place, ça va aider que vraiment les actions qui sont décidées vont être effectivement exécutées. Donc, puis ça, je pense que c'est une question aussi de détails, si ça doit être secrétaire ou vice-président. De nouveau, pas toutes les lois définissent concrètement dans le détail les rôles de l'un ou de l'autre, mais demandent juste un numéro paritaire, par exemple, des représentants des travailleurs et de l'employeur. Merci. Merci, Daphné. Je vous laisse. Il faut terminer parce qu'il faut passer la parole à Félix et sa présentation. Merci encore pour avoir été avec nous. Hein? Bonne journée, Daphné. Ciao. Ciao. Donc, c'est à Félix maintenant et à Madame Ottavia qui va nous aider. Merci Daphné. Et pour le reste du temps de cette session, je voulais vous parler de certains aspects fondamentaux liés au système de sécurité et santé au travail participatif, tant au niveau national qu'au niveau des entreprises. Et
de l'expérience du Brésil en matière de gouvernance de la sécurité et santé au travail. Mes connaissances en français n'étant assez limitées, je ferai ma présentation en espagnol et ce sera l'interprète Madame Otavia Bregia qui traduira en français. Pour accéder à la traduction, veuillez cliquer sur le bouton interprétation et sélectionner français, s'il vous plaît. Ok. Quería realizarles algunas precisiones sobre algunos elementos importantes relativos al organismo nacionales tripartitos sobre seguridad y salud en el trabajo. Estos no son conclusiones establecidas de los instrumentos de la OIT, sino de las buenas prácticas que se han establecido después de revisar cómo se organizan los organismos tripartitos a nivel nacional en seguridad y salud en el trabajo. Una cosa muy importante es la nominación oficial de las organizaciones, es decir, la institucionalización, tanto la institucionalización por parte de, digamos, de un instrumento regulatorio, es decir, que se designen qué tipo de comité está organizado, quién son los miembros de ese comité y que todo esto sea sancionado reglamentariamente. Lo digo porque en algunos casos los países, en algunos países llevan a cabo esta consulta tripartita de una forma ad hoc, es decir, el Ministerio de Trabajo consulta en un momento determinado a los trabajadores empleadores, pero no hay una nominación oficial de esas organizaciones y el ministro de Trabajo puede cambiar las organizaciones que invita de un momento a otro. Otro elemento importante es que exista un secretariado permanente, es decir, que la autoridad competente cree un secretariado y haya un presupuesto, no un presupuesto para pagar salarios de los miembros del comité, pero para hacerse cargo de los gastos que puedan tener los miembros del comité, como por ejemplo gastos de transporte u otro tipo de gastos. El secretariado permanente es el que se ocupa también de desarrollar el orden del día, de elaborar también los informes y de circular la información entre los diferentes miembros del comité. Otro elemento que es fundamental es en qué calidad participan otros actores que no son trabajadores, empleadores y gobiernos. Es decir, en algunos países se invita a representantes de organismos técnicos o representantes de las universidades en los comités de seguridad y salud en el trabajo. En algunos casos se les invita con derecho a voz, pero sin derecho a voto, es decir, son como representantes, como participantes que pueden hablar de los diferentes temas técnicos, pero que no tienen capacidad de tomar decisiones. En otros casos se estipula de que estas personas también tienen derecho a voto o derecho a tomar parte en las decisiones. Es más común que algunos de estos representantes técnicos sean invitados como representantes de los empleadores o representantes de los empleadores o representantes gubernamentales. En ese caso, si ya son representantes de una de las tres partes, pueden participar no solamente en las discusiones técnicas, pero también en las decisiones. Otro aspecto que es muy importante es la búsqueda del equilibrio en cuanto la búsqueda del equilibrio entre lo que es la representatividad
de todos los que forman parte de los empleadores, trabajadores y gobiernos con la operatividad, es decir, con la posibilidad de que pueda funcionar. Les comento un caso de mi país. Yo soy español. Nosotros teníamos un Consejo Nacional en Seguridad y Salud en el Trabajo que implicaba, además del gobierno nacional, gobiernos regionales, porque hay muchas funciones a nivel regional. Como nosotros tenemos 19 organismos regionales, tanto los miembros del gobierno central como trabajadores y empleadores eran 19. Finalmente teníamos un comité de 76 personas. Esas 76 personas en este, digamos, comité cuatripartito eran muy representativas de todas las entidades con funciones en seguridad y salud en el trabajo, pero era muy difícil alcanzar acuerdos, discutir incluso las cosas, porque era un grupo muy grande. Finalmente, este grupo delegó en un grupo más pequeño para el funcionamiento más temporal, ¿no? En estos organismos nacional tripartitos es importante de que los miembros tengan un peso político. Es decir, que cuando se discuten cosas o se deciden o se toman decisiones, que las personas que, sobre todo, que representan a la autoridad competente, tengan capacidad de tomar decisiones sobre las cosas que se van a decidir. Esto es particularmente importante cuando hablamos en temas de políticas, de planes nacionales en seguridad y salud en el trabajo, que en algunos momentos, digamos, un comité o un organismo nacional tripartito adopta una determinada política o un plan que luego no es sostenida política o financieramente por sus autoridades. Es por eso la razón por la cual los miembros de las autoridades competentes en estos organismos tripartitos tienen que tener peso político y tienen que ser capaces de tomar decisiones, tienen que saber también cuáles son las capacidades y las posibilidades económicas o de otro tipo, o de recursos de otro tipo, para sostener esas decisiones. Es también importante tener una clara definición de las funciones de este comité. Si es un comité que tiene funciones consultivas únicamente o tiene algunas posibilidades de tomar algún tipo de decisiones. Y otro elemento importante es la posibilidad de crear subcomités ad hoc en temas, sobre todo en temas sectoriales, es decir, seguridad y salud en el trabajo tiene un ámbito sectorial muy grande, es decir, y cuando tenemos que discutir sobre, por ejemplo, seguridad y salud en el trabajo en el sector pesquero, en el sector portuario, en el sector de construcción, tal vez queremos crear grupos específicos, grupos tripartitos, subcomités, e invitar a representantes empleadores y representantes trabajadores específicos de esos sectores, porque son quienes mejor van a poder trabajar y discutir los diferentes elementos. Con relación a los comités paritarios en seguridad y salud en el trabajo, una cosa importante que también es aplicable también para los comités nacionales tripartitos es la formación de los miembros. Los miembros tienen que estar formados. En muchas legislaciones nacionales está establecido que es responsabilidad del empleador formar a los miembros en los temas de seguridad y salud en el trabajo. Esta formación va a redundar en un mejor funcionamiento de estos comités de seguridad y salud en el trabajo, porque de alguna manera va a ayudar a hacer que todas las personas vean este tema de una manera más homogénea. También es importante establecer las funciones que tienen estos comités
Y hay algunas variaciones importantes. En algunos países estos comités es el lugar donde se toman una serie de decisiones sobre lo que hay que hacer en la empresa sobre seguridad y salud en el trabajo. En cambio, en la mayor parte de los casos, las funciones son de alguna manera consultivas, es decir, quien tiene la obligación de tomar decisiones es el empleador y estos comités juegan un papel consultivo en los cuales se confrontan las opiniones de la empresa con los trabajadores. Hay una cierta variación dependiendo de los países sobre el mínimo número de trabajadores requerido para formar un comité de seguridad y salud en el trabajo en una empresa. Está el número 20 o 25 o 50 como número mínimo de trabajadores a partir del cual se debe formar un comité. Hay en algunos países que también toman en consideración no solo el número mínimo de trabajadores, sino también el nivel de riesgo de un sector productivo particular. De esa manera, en sectores más peligrosos son más obligatorios estos comités paritarios o bipartitos, porque bueno, es necesario tener más presencia de discusión tripartita. Otro elemento también distintivo es cómo se eligen los miembros de los trabajadores. En el caso de los miembros de los empleadores, los suele nominar directamente el empleador. En el caso de los trabajadores, suele haber dos modalidades. Una, que los trabajadores eligen directamente quién es su representante, y en otros casos los trabajadores ya han elegido su representante sindical y este representante sindical indica quién es el representante en seguridad y salud en el trabajo. En las empresas más pequeñas suele ser común que el representante sindical también se haga cargo del tema de la seguridad y salud en el trabajo como parte de sus funciones. Otro aspecto relevante es el rol que diferencia algunos países, es el rol del especialista de seguridad y salud en el trabajo o del médico del trabajo en el comité. En algunos casos es un representante del empleador, porque de alguna manera es un asistente, uno que facilita asistencia al empleador, pero en otros casos estas figuras tienen un papel técnico, es decir, comentan los diferentes temas sin ser parte de la representación sindical ni la representación empresarial. Un aspecto importante es que la responsabilidad del funcionamiento del comité es de parte del empleador, es decir, el empleador tiene que garantizar el funcionamiento del comité. Es decir, en muchas legislaciones nacionales se estipula este hecho de que si no hay en una empresa un comité que funcione, es una responsabilidad, es un problema que tiene el empleador. Y luego otro aspecto también importante y relativo es los representantes de los trabajadores suelen estar protegidos, es decir, un empleador no puede despedir a estos trabajadores durante el tiempo en los cuales ellos están realizando este tipo de servicio, y en algunos casos hasta algunos años después de que ellos han realizado estas funciones. Y también suelen obligar a los empleadores a facilitar un tiempo de compensación para que realicen sus funciones, para que se formen, para que hagan una serie de cuestiones que tienen establecidos o que es obligatorio como sus funciones. Les traigo aquí también un aspecto, o sea, dos forms, digamos, documentos de Canadá. Uno de ellos es un documento en el cual el empleador tiene que informar de la creación del comité
a la autoridad laboral. Al ser una cuestión obligatoria para las empresas de un cierto tamaño, tienen que informar sobre esto y tienen esta forma particular para realizarlo. El otro documento es un documento también bien interesante y es un documento que el empleador tiene que enviar a la autoridad laboral y tiene que estar firmado también por el representante de los trabajadores sobre las discusiones que se han establecido con relación dentro del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, indicando cuántas reuniones se han realizado, cuántas quejas se han tratado, cuántos rechazos del trabajador a continuar con su trabajo por existir un nivel de riesgo superior, o cuántas investigaciones o encuestas se han realizado, inspecciones, cuántos daños a la salud. O sea, la idea es que de alguna manera informen a la autoridad laboral en qué se ha ocupado el tiempo, digamos, este comité de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, estos son algunas buenas prácticas, algunos elementos importantes. Si quieren ustedes, aquí tengo algunas preguntas. ¿Cuáles son los indicadores, tipos de comité de conservación de una empresa? ¿Cuáles son los tipos de comité que deben ser? Los representantes de los empleadores suelen ser nominados directamente por el empleador. Los representantes de los trabajadores suelen ser o elegidos por los trabajadores o, según el caso, en algunos países, elegidos por el sindicato que ha obtenido mayor representación en una empresa. Cuando hay varios sindicatos es muy común y ambos han obtenido diferente representación. Usted puede encontrar que en un comité hay representantes sindicales de diferentes sindicatos. Eso también es común en algunos países. Entonces, eso es algo que se puede tener en cuenta. Entre los indicadores de éxito, una forma de medir por parte de la autoridad laboral si estos comités están funcionando bien es ver primero el nivel de actividad que tiene, el tipo de actividades que realizan. De hecho, en algunas provincias de Canadá, en Ontario, algunos inspectores de alguna manera le piden a cuando ven que no funciona muy bien la seguridad y salud en el trabajo, le pueden pedir a la empresa que gire periódicamente los informes de las discusiones que se han realizado por parte del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. De alguna manera, el inspector puede seguir el nivel de las discusiones, el nivel del progreso que tiene esa empresa en temas de seguridad y salud en el trabajo. Es una forma muy parecida a esta, en la cual después de cada reunión se tiene que rellenar un documento oficial de la reunión informando un poco qué es lo que se ha discutido y cuáles son las decisiones o las recomendaciones realizadas al empleador. Entonces, eso es un buen elemento para la propia empresa y para los propios trabajadores, pero también para los empleadores, para ver cuál es el progreso de las discusiones que se tienen. Sobre los temas de representatividad de los diferentes sindicatos, es una cuestión que se decide, digamos, a nivel nacional y no es exclusiva en temas de seguridad y salud en trabajo, se decide para diferentes temas. Quiero traerles también a colación
un aspecto que es importante. En algunos países, como por ejemplo en Italia, para las pequeñas y microempresas, en lugar de tener a un representante de la empresa, dado que muchas veces estas pequeñas empresas no tienen personas a lo mejor con, digamos, la formación, se ha creado la figura de lo que se llama un representante regional. Es decir, un representante sindical que no forma parte de esas empresas, forma parte de, digamos, de una estructura sindical y que se ha especializado en temas de seguridad y salud en el trabajo. Estas personas, de alguna manera, facilitan consejo. En algunos casos, como por ejemplo en Noruega o en Suecia, incluso visitan empresas y facilitan, tienen un intercambio con el empleador o con los representantes del empleador sobre qué debe ser hecho. Es decir, sobre el tipo de actividades que debe realizar un comité de seguridad y salud en el trabajo, también hay una cierta variabilidad en cuanto a los países. En la presentación de Dafne pueden ustedes encontrar diferentes elementos o diferentes funciones que se han incluido en diferentes países. Tengo que ver, creo que ya vamos demasiado tarde con el tiempo. Tenía preparado una presentación que se la voy a anexar en la plataforma. Es una experiencia por parte de Brasil. ¿Por qué es interesante la experiencia de Brasil? Porque Brasil ha creado, digamos, un comité desde hace muchos años, desde el año 94. En el año 94 ellos ratificaron un convenio, el convenio de participación tripartita, que es el convenio 144, y crearon lo que ellos llaman el Comité Tripartito Paritario Permanente. Inicialmente fue un comité que se dedicaba a trabajar en la elaboración de las leyes. No era un comité consultivo, era un comité compuesto por empleadores y trabajadores que trabajaba en el desarrollo de la legislación en seguridad y salud en el trabajo. A partir de la adopción de una política nacional de seguridad y salud en el trabajo, se incorporó a este comité, que era un comité dentro del Ministerio de Trabajo, a representantes del Ministerio de la Seguridad Social y el Ministerio de Salud. Entonces, este comité, aparte de estas funciones legislativas, se convirtió también en un comité para asegurar el coordinamiento interinstitucional. Es decir, el Ministerio de Trabajo y Ministerio de Seguridad Social, que también tenían funciones en seguridad y salud en el trabajo, que antes, de alguna manera, trabajaban un poco en paralelo con el Ministerio de Trabajo, actualmente trabajan en conjunto con el Ministerio de Trabajo y en este Comité Nacional colaboran en las diferentes funciones. Este Comité Nacional se ocupó de promover la política nacional. La política nacional, por cierto, en Brasil fue adoptada mediante un decreto legislativo por parte del presidente de Brasil. Desde el 2012 llevan elaborando planes nacionales de seguridad y salud en el trabajo y estos planes nacionales incorporan las actividades no solo del Ministerio de Trabajo, sino también del Ministerio de Seguridad Social, Ministerio de Salud, que operan de una forma coordinada en el tema de seguridad y salud en el trabajo con la colaboración de trabajadores y empleadores. No tomo más tiempo porque nos hemos pasado ya del tiempo disponible y pondré esta presentación en la plataforma para que ustedes la puedan seguir. Muchas gracias por su atención. Recuerden, el próximo jueves tenemos una presentación sobre tanto los organismos para ayudar o los recursos para ayudar a la
formación, información y asistencia técnica a las empresas en seguridad y salud en el trabajo. Y también continuaremos con la presentación que realizó mi colega Fred sobre inspección del trabajo, que no había concluido. Muchas gracias por su atención. Y muchas gracias a Octavia por su interpretación. Merci, merci Félix, merci Octavia. Une bonne journée à tous. Alors, à jeudi.